bonjour. Aujourd'hui, je vous propose la lecture du prologue du roman écrit par Théophile Gautier au XIXe siècle, le roman de la momie. Avant de commencer, je vous présente un petit livre de ma bibliothèque qui date du XIXe siècle. Ce n'est pas le roman de la momie, mais je le trouvais très joli et représentatif de ce qui se faisait dans la littérature à l'époque, dans les livres peu coûteux. Celui-ci raconte l'histoire de Christophe Colomb, donc du moins ses voyages, on va dire. Donc il y a aussi de l'exotisme, comme nous allons l'écouter dans cette lecture. C'est un cartonnage romantique avec des verres dorés. Passons maintenant à la lecture. J'ai un pressentiment que nous trouverons dans la vallée de Biban el-Molouk une tombe inviolée, disait à un jeune Anglais de haute mine, un personnage beaucoup plus humble, en essuyant d'un gros mouchoir à carreaux bleus son front chauve où perlaient des gouttes de sueur, comme s'il eût été modelé en argile poreuse et remplie d'eau ainsi qu'une gargoulette de Thèbes. Qu'Osiris vous entende, répondit au docteur allemand le jeune lord. C'est une invocation qu'on peut se permettre en face de l'ancienne Diospolis Magna. Mais bien des fois déjà nous avons été déçus. Les chercheurs de trésors nous ont toujours devancés. Une tombe que n'auront fouillée ni les rois pasteurs, ni les Grecs, ni les Romains, et qui nous livre ses richesses intactes et son mystère vierge, continuant le savant en sueur avec un enthousiasme qui faisait pétiller ses prunelles derrière les verres de ses lunettes bleues, et sur laquelle vous publierez une dissertation des plus érudites. Je vous la dédierai, milord, je vous la dédierai, car sans vous, qui m'avez traité avec une munificence royale, je n'aurais pu corroborer mon système par la vue des monuments, et je serais mort dans ma petite ville d'Allemagne sans avoir contemplé les merveilles de cette terre antique, répondit le savant d'un ton ému. Cette conversation avait lieu non loin du Nil, à l'entrée de la vallée de Biban el-Molouk, entre le lord Evandale, monté sur un cheval arabe, et le docteur Rumphius, plus modestement juché sur un âne dont un fellah bâtonnait la maigre croupe. La cange qui avait amené les deux voyageurs et qui, pendant leur séjour, devait leur servir de logement, était amarrée de l'autre côté du Nil, devant le village de Luxor, ses avirons parés, ses grandes voiles triangulaires roulées et liées aux vergues. Après avoir consacré quelques jours à la visite et à l'étude des stupéfiantes ruines de Thèbes, débris gigantesques d'un monde démesuré, ils avaient passé le fleuve sur un sandal, qui est une sorte d'embarcation légère du pays, et se dirigeaient vers l'aride chaîne qui renferme en son sein, au fond de mystérieux hypogées, les anciens habitants des palais de l'autre rive. Quelques hommes de l'équipage accompagnaient à distance lord Evandale et le docteur Rumphius, tandis que les autres, étendus sur le pont à l'ombre de la cabine, fumaient paisiblement leurs pipes tout en gardant l'embarcation. Lord Evandale était un de ces jeunes Anglais irréprochables de tout point.
comme on livre à la civilisation la haute vie britannique. Il portait partout avec lui la sécurité dédaigneuse que donne une grande fortune héréditaire. Et une beauté dont on ne pouvait rien dire, sinon qu'elle était trop parfaite pour un homme. En effet, sa tête pure, mais froide, semblait une copie en cire de la tête du Méléagre ou de l'Antinéus. Le rose de ses lèvres et de ses joues avait l'air d'être produit par du carmin et du fard, et ses cheveux d'un blond foncé frisaient naturellement, avec toute la correction qu'un coiffeur émérite ou un habile valet de chambre eussent pu leur imposer. Cependant, le regard ferme de ses prunelles d'un bleu d'acier et le léger mouvement du sneer qui faisait proéminer sa lèvre inférieure corrigeaient de ce que cet ensemble aurait eu de trop efféminé. Membre du club des yachts, le jeune lord se permettait de temps à autre le caprice d'une excursion sur son léger bâtiment appelé Puck. Construit en bois de teck, aménagé comme un boudoir et conduit par un équipage peu nombreux mais composé de marins choisis. L'année précédente, il avait visité l'Islande. Cette année, il visitait l'Égypte. Et son yacht l'attendait dans la rade d'Alexandrie. Il avait emmené avec lui un savant, un médecin, un naturaliste, un dessinateur et un photographe, pour que sa promenade ne fût pas inutile. Lui-même était fort instruit, et ses succès du monde n'avaient pas fait oublier ses triomphes à l'université de Cambridge. Il était habillé avec cette rectitude et cette propreté méticuleuse, caractéristique des Anglais qui arpentent les sables du désert dans la même tenue qu'ils auraient eue en se promenant sur la jetée de Westgate ou sur les larges trottoirs du West End. En paletot, un gilet et un pantalon de coutil blanc destiné à répercuter les rayons solaires composaient son costume, que complétait une étroite cravate bleue à pois blancs et un chapeau de Panama d'une extrême finesse garni d'un voile de gaze. Rumphius, l'égyptologue, conservait, même sous ce climat brûlant, l'habit noir traditionnel du savant avec ses pans flasques, son collet recroquevillé, ses boutons éraillés dont quelques-uns s'étaient échappés de leur capsule de soie. Son pantalon noir luisait par places et laissait voir la trame. Près du genou droit, l'observateur attentif eût remarqué sur le fond grisâtre de l'étoffe un travail régulier de hachure d'un ton plus vigoureux, qui témoignait chez le savant de l'habitude d'essuyer sa plume trop chargée d'encre sur cette partie de son vêtement. Sa cravate de mousseline, roulée en corde, flottait lâchement autour de son col, remarquable par la forte saillie de ce cartilage appelé chez les bonnes femmes la pomme d'Adam. S'il était vêtu avec une négligence scientifique, en revanche, Rumphius n'était pas beau. Quelques cheveux roussâtres, mélangés de fils gris, se massaient derrière ses oreilles écartées et se rebellaient contre le collet beaucoup trop haut de son habit. Son crâne, entièrement dénudé, brillait comme un os et surplombait un nez d'une prodigieuse longueur, spongieux et bulbeux du bout, configuration qui, jointe au disque bleuâtre formé par les lunettes à la place des yeux, lui donnait une vague apparence d'ibis, encore augmentée par l'enfoncement des épaules. Aspect tout à fait convenable d'ailleurs et presque providentiel pour un déchiffreur d'inscriptions et de cartouches hiéroglyphiques. On eût dit un dieu hypiocéphale, comme on en voit sur les fresques funèbres confinées dans un corps de savant par suite de quelque transmigration.
Le lord et le docteur cheminaient vers les rochers à pic qui enserrent la funèbre vallée de Biban el-Molouk, la nécropole royale de l'ancienne Thèbes, tenant la conversation dont nous avons rapporté quelques phrases, lorsque, sortant comme un troglodyte de la gueule noire d'un sépulcre vide, habitation ordinaire des fellahs, un nouveau personnage, vêtu d'une façon assez théâtrale, fit brusquement son entrée en scène, se posa devant les voyageurs et les salua de ce gracieux salut des orientaux, à la fois humble, caressant et digne. C'était un grec, entrepreneur de fouilles, marchand et fabricant d'antiquités, vendant du neuf au besoin, à défaut de vieux. Rien en lui d'ailleurs ne sentait le vulgaire et famélique exploiteur d'étrangers. Il portait le tarbouche de feutre rouge, inondé par derrière d'une longue houppe de soie floche bleue, et laissant voir sous les trois liserés blancs d'une première calotte de toile piquée des tempes racées au ton de barbe fraîchement faite. Son teint olivâtre, ses sourcils noirs, son nez crochu, ses yeux d'oiseau de proie, ses grosses moustaches, son menton presque séparé par une fossette qui avait l'air d'un coup de sabre, lui eussent donné une authentique physionomie de brigand, si la rudesse de ses traits n'eût été tempérée par l'aménité de commande et le sourire servile du spéculateur fréquemment en rapport avec le public. Son costume était fort propre. Il consistait en une veste cannelle soutachée en soie de même couleur, des cnémides ou guêtres d'étoffe pareille, un gilet blanc orné de boutons semblables à des fleurs de camomille, une large ceinture rouge et d'immenses grègues aux plis multipliés et bouffants. Ce grec observait depuis longtemps la cange à l'ancre devant Luxor. À la grandeur de la barque, au nombre des rameurs, à la magnificence de l'installation et surtout au pavillon d'Angleterre. Placé à la poupe, il avait subodorer avec son instinct mercantile quelques riches voyageurs dont on pouvait exploiter la curiosité scientifique et qui ne se contenteraient pas des statuettes en pâte émaillée bleue ou verte, des scarabées gravés, des estampages en papier de panneaux hiéroglyphiques et autres menus ouvrages de l'art égyptien. Il suivait les allées et les venues des voyageurs à travers les ruines, et sachant qu'ils ne manqueraient pas, après avoir satisfait leur curiosité, de passer le fleuve pour visiter les hypogées royaux, il les attendait sur son terrain, certains de leur tirer poils ou plumes. Il regardait tout ce domaine funèbre comme sa propriété, et malmenait fort les petits chacals subalternes qui s'avisaient de gratter dans les tombeaux. Avec la finesse particulière aux Grecs, d'après l'aspect de Lord Evandale, il additionna rapidement les revenus probables de sa seigneurie et résolut de ne pas le tromper, calculant qu'il retirerait plus d'argent de la vérité que du mensonge. Aussi renonça-t-il à l'idée de promener le noble anglais dans les hypogées déjà 100 fois parcourus, et dédaignait-il de lui faire entreprendre des fouilles à des endroits où il savait qu'on ne trouverait rien, pour en avoir extrait lui-même depuis longtemps et vendu fort cher ce qu'il y avait de curieux. Argyropoulos, c'était le nom du grec, en explorant les recoins de la vallée moins souvent sondés que les autres, parce que jusque-là les recherches n'avaient été suivies d'aucune trouvaille. S'était dit qu'à une certaine place, derrière les rochers dont l'arrangement semblait dû au hasard, existait certainement l'entrée d'une syringe masquée avec un soin tout particulier, et que sa grande expérience en ce genre de perquisition lui avait fait reconnaître à 1000 indices imperceptibles pour des yeux moins clairvoyants que les siens.
clairs et perçants comme ceux des gyapètes perchés sur l'entablement des temples. Depuis 2 ans qu'il avait fait cette découverte, il s'était astreint à ne jamais porter ses pas ni ses regards de ce côté-là, de peur de donner l'éveil aux violateurs de tombeaux. Votre seigneurie a-t-elle l'intention de se livrer à quelques recherches? Dit le grec Argyropoulos dans une sorte de patois cosmopolite, dont nous n'essaierons pas de reproduire la syntaxe bizarre et les consonances étranges, mais que s'imagineront sans peine ceux qui ont parcouru les échelles du Levant et ont dû avoir recours au service de ces dogmanes polycotes qui finissent par ne pas savoir aucune langue. Heureusement, Lord Evandale et son docte compagnon connaissaient tous les idiomes auxquels Argyropoulos pouvait faire ses emprunts. Je puis mettre à votre disposition une centaine de fellahs intrépides qui, sous l'impulsion du courbache et du bakchiche, gratteraient avec leurs ongles la terre jusqu'au centre. Nous pourrons tenter, si cela convient à votre seigneurie, de déblayer un sphinx enfoui, de désobstruer un naos, d'ouvrir un hypogée. Voyant que le lord restait impassible à cette alléchante énumération, et qu'un sourire sceptique errait sur les lèvres du savant, Argyropoulos comprit qu'il n'avait pas affaire à des dupes faciles. Et il se confirma dans l'idée de vendre à l'anglais la trouvaille sur laquelle il comptait pour parfaire sa petite fortune et doter sa fille. Je devine que vous êtes des savants et non de simples voyageurs, et que de vulgaires curiosités ne sauraient vous séduire, continua-t-il en parlant un anglais beaucoup moins mélangé de grec, d'arabe et d'italien. Je vous révélerai une tombe qui jusqu'ici a échappé aux investigations des chercheurs, et que nul ne connaît hors moi. C'est un trésor que j'ai précieusement gardé pour quelqu'un qui en fut digne. Et à qui vous le ferez payer fort cher, dit le lord en souriant. Ma franchise m'empêche de contredire votre seigneurie. J'espère retirer un bon prix de ma découverte. Chacun vit en ce monde de sa petite industrie. Je déterre des pharaons et je les vends aux étrangers. Le pharaon se fait rare. Au train dont on va, il n'y en a pas pour tout le monde. L'article est demandé et l'on n'en fabrique plus depuis longtemps. En effet, dit le savant, il y a quelques siècles que les colchites, les parachistes et les tarichutes ont fermé boutique, et que les momomnias, tranquilles quartiers des morts, ont été désertés par les vivants. Le grec, en entendant ces paroles, jeta sur l'allemand un regard oblique. Mais jugeant au délabrement de ses habits qu'il n'avait pas voix délibérative au chapitre, il continua à prendre le lord pour unique interlocuteur. Pour un tombeau de l'Antiquité la plus haute, milord, et que nulle main humaine n'a touché depuis plus de 3000 ans que les prêtres ont roulé des rochers devant son ouverture, 1000 guinées. Est-ce trop? En vérité, c'est pour rien, car peut-être renferme-t-il des masses d'or, des colliers de diamants et de perles, des boucles d'oreilles, d'escarboucles, des cachets en saphir, d'anciennes idoles de métal précieux, des monnaies dont on pourrait tirer un bon parti. Rusé coquin, dit Rumphius, vous faites valoir votre marchandise. Mais vous savez mieux que personne qu'on ne trouve rien de tel dans les sépultures égyptiennes. Argyropoulos, comprenant qu'il avait affaire à forte partie, cessa ses hâbleries et se tournant du côté d'Evandale, lui dit « Eh bien, milord, le marché vous convient-il » ? « Va pour 1000 guinées, répondit le jeune lord, si la tombe n'a jamais été ouverte comme vous le prétendez. Et rien, si une seule pierre a été remuée par la pince des fouilleurs. »
la condition, ajouta le prudent Rumphius, que nous emporterons tout ce qui se trouvera dans le tombeau. J'accepte, dit Argyropoulos avec un air de complète assurance. Votre seigneurie peut apprêter d'avance cette banquenote et son or. Mon cher monsieur Rumphius, dit lord Evandale à son acolyte, le vœu que vous formiez tout à l'heure me paraît près de se réaliser. Ce drôle semble sûr de son fait. Dieu le veuille, répondit le savant en faisant remonter et redescendre plusieurs fois le collet de son habit long le long de son crâne par un mouvement dubitatif et pyrrhonien. Celui-ci est sans doute un grec de la terre ferme, dit lord Evandale, et je pense que pour cette fois seulement, il a dit la vérité. Le directeur des fouilles précédait le lord et le savant de quelques pas, en personne bien élevée et qui sait les convenances. Il marchait d'un pas allègre et sûr, comme un homme qui se sent sur son terrain. On arriva bientôt à l'étroit défilé qui donne entrée dans la vallée de Biban el-Molouk. On eût dit une coupure pratiquée de main d'homme à travers l'épaisse muraille de la montagne, plutôt qu'une ouverture naturelle, comme si le génie de la solitude avait voulu rendre inaccessible ce séjour de la mort. Sur les parois à pic de la roche tranchée, l'œil discernait vaguement d'informes restes de sculptures rongées par le temps et qu'on eût pu prendre pour des aspérités de la pierre. Singeant les personnages frustes d'un bas-relief à demi effacé. Au-delà du passage, la vallée, s'élargissant un peu, présentait le spectacle de la plus morne désolation. De chaque côté, s'élevaient en pentes escarpées des masses énormes de roches calcaires, rugueuses, lépreuses, effritées, fendillées, pulvérulentes, en pleine décomposition sous l'implacable soleil. Ces roches ressemblaient à des ossements de morts calcinés au bûcher, bâillés d'ennui de l'éternité par leurs lézardes profondes, et imploraient par leurs 1000 gerçures la goutte d'eau qui ne tombe jamais. Leurs parois montaient presque verticalement à une grande hauteur et déchiraient leurs crêtes irrégulières d'un blanc grisâtre sur un fond de ciel indigo presque noir, comme les créneaux ébréchés d'une gigantesque forteresse en ruine. Les rayons du soleil chauffaient à blanc l'un des côtés de la vallée funèbre, dont l'autre était baigné de cette teinte crue et bleue des pays torrides, qui paraît invraisemblable dans les pays du Nord lorsque les peintres la reproduisent, et qui se découpe aussi nettement que les ombres portées d'un plan d'architecture. La vallée se prolongeait, tantôt faisant des coudes, tantôt s'étranglant en défilés, selon que les blocs et les mamelons de la chaîne bifurquée faisaient saillie ou retraite. Par une particularité de ces climats où l'atmosphère, entièrement privée d'humidité, reste d'une transparence parfaite, la perspective aérienne n'existait pas pour ce théâtre de désolation. Tous les détails, nets, précis, arides, se dessinaient. Même au dernier plan, avec une impitoyable sécheresse. Et leur éloignement ne se devinait qu'à la petitesse de leur dimension, comme si la nature cruelle ne voulût cacher aucune misère, aucune tristesse de cette terre décharnée, plus morte encore que les morts qu'elle renfermait. Sur la paroi éclairée ruisselait en cascade de feu une lumière aveuglante comme celle qui émane des métaux en fusion.
Chaque plan de roche, métamorphosé en miroir ardent, la renvoyait plus brûlante encore. Ces réverbérations croisées, jointes aux rayons cuisants qui tombaient du ciel et que le sol répercutait, développaient une chaleur égale à celle d'un four, et le pauvre docteur allemand ne pouvait suffire à éponger l'eau de sa figure avec son mouchoir à carreaux bleus, trempé comme s'il eût été plongé dans l'eau. L'on n'eût pas trouvé dans toute la vallée une pincée de terre végétale. Aussi, pas un brin d'herbe, pas une ronce, pas une liane, pas même une plaque de mousse ne venait interrompre le ton uniformément blanchâtre de ce paysage torréfié. Les fentes et les anfractuosités de ces roches n'avaient pas assez de fraîcheur pour que la moindre plante pariétaire pût y suspendre sa mince racine chevelue. On eût dit l'état des cendres restées sur place d'une chaîne de montagnes brûlées au temps des catastrophes cosmiques dans un grand incendie planétaire. Pour compléter l'exactitude de la comparaison, de larges zébrures noires, pareilles à des cicatrices de cautérisation, rayaient le flanc crayeux des escarpements. Un silence absolu régnait sur cette dévastation. Aucun frémissement de vie ne le troublait, ni palpitation d'ailes, ni bourdonnement d'insectes, ni fuite de lézards ou de reptiles. La cigale même, cette amie des solitudes embrasées, n'y faisait pas résonner sa grêle cymbale. Une poussière micacée, brillante, pareille à du grès broyé, formait le sol, et de loin en loin s'arrondissaient des monticules provenant des éclats de pierres arrachés aux profondeurs de la chaîne excavée par le pic opiniâtre des générations disparues, et le ciseau des ouvriers troglodytes préparant dans l'ombre la demeure éternelle des morts. Les entrailles émiettées de la montagne avaient produit d'autres montagnes, amoncellement friable de petits fragments de roc qu'on eût pu prendre pour une chaîne naturelle. Dans les flancs du rocher s'ouvraient çà et là des bouches noires entourées de blocs de pierres en désordre, des trous carrés flanqués de piliers historiés d'hiéroglyphes et dont les linteaux portaient des cartouches mystérieux, où se distinguait dans un grand disque jaune le scarabée sacré, le soleil à tête de bélier et les déesses Isis et Nephthys, agenouillées ou debout. C'étaient les tombeaux des anciens rois de Thèbes, mais Argyropoulos ne s'y arrêta pas. Il conduisit ses voyageurs par une espèce de rampe qui ne semblait d'abord qu'une écorchure au flanc de la montagne, et qu'interrompait plusieurs fois des masses éboulées à une sorte d'étroit plateau, de corniches ensaillies sur la paroi verticale, où les rochers, en apparence bien groupés au hasard, avaient pourtant, en y regardant bien, une espèce de symétrie. Lorsque le lord, rompu à toutes les prouesses de la gymnastique, et le savant, beaucoup moins agile, furent parvenus à se hisser auprès de lui, Argyropoulos désigna de sa badine une énorme pierre et dit d'un air de satisfaction triomphale: c'est là. Argyropoulos frappa dans ses mains à la manière orientale, et aussitôt des fissures du roc, des replis de la vallée accoururent en toute hâte des fellahs hâves et déguenillés, dont les bras couleur de bronze agitaient des leviers, des pics, des marteaux, des échelles et tous les instruments nécessaires. Ils escaladèrent la pente escarpée
comme une légion de noires fourmis. Ceux qui ne pouvaient trouver place sur les 3 plateaux occupés déjà par l'entrepreneur de fouilles, Lord Evandale et le docteur Rumphius, se retenaient des ongles et s'arc-boutaient des pieds aux rugosités de la roche. Le grec fit signe à 3 des plus robustes qui glissèrent leur levier sous la plus grosse masse de rochers. Leurs muscles saillaient comme des cordes sur leurs bras maigres, et ils pesaient de tout leur poids au bout de leurs barres de fer. Enfin, la masse s'ébranla, vacilla quelques instants comme un homme ivre, et, poussé par les efforts réunis d'Argyropoulos, de Lord Evandale, de Rumphius et de quelques Arabes qui étaient parvenus à se gicher sur le plateau, roula en rebondissant le long de la pente. 2 autres blocs de moindre dimension furent successivement écartés, et alors on put juger combien les prévisions du grec étaient justes. L'entrée d'un tombeau, qui avait évidemment échappé aux investigations des chercheurs de trésors, apparut dans toute son intégrité. C'était une sorte de portique creusé carrément dans le roc vif. Sur les parois latérales, 2 piliers couplés présentaient leurs chapiteaux formés de têtes de vaches, dont les cornes se contournaient en croissant iliaque. Au-dessus de la porte basse, aux jambages flanqués de longs panneaux d'hiéroglyphes, se développait un large encadre emblématique. Au centre d'un disque de couleur jaune se voyait à côté d'un scarabée, signe des renaissances successives, le dieu à tête de bélier, symbole du soleil couchant. En dehors du disque, Isis et Nephthys, personnification du commencement et de la fin, se tenaient agenouillés, une jambe repliée sous la cuisse, l'autre relevée à la hauteur du coude selon la posture égyptienne. Les bras étendus en avant avec une expression d'étonnement mystérieux, et le corps serré d'un pagne étroit que semblait une ceinture dont les bouts retombaient. Derrière un mur de pierrailles et de briques crues qui céda promptement au pic des travailleurs, on découvrit la dalle de pierre qui formait la porte du monument souterrain. Sur le cachet d'argile qui la scellait, le docteur allemand, familier avec les hiéroglyphes, n'eut pas de peine à lire la devise du colchite surveillant les demeures funèbres qui avaient à jamais fermé ce tombeau, dont lui seul eût pu retrouver l'emplacement mystérieux sur la carte des sépultures conservées au collège des prêtres. Les ouvriers, excités par Argyropoulos, attaquaient la grande dalle de pierre qui masquait l'orifice de la syringe. En déchaussant la dalle pour passer dessous leur levier, car le lord avait recommandé de ne rien briser, ils mirent à nu parmi le sable une multitude de petites figurines hautes de quelques pouces, en terre émaillée, bleue ou verte, d'un travail parfait. Mignonnes statuettes funéraires déposées là en offrande par les parents et les amis, comme nous déposons des couronnes de fleurs au seuil de nos chapelles funèbres. Seulement nos fleurs se fanent vite, et après plus de 3000 ans, les témoignages de ces antiques douleurs se retrouvent intacts, car l'Égypte ne peut rien faire que d'éternel. Lorsque la porte de pierre s'écarta, livrant pour la première fois depuis 35 siècles passage aux rayons du jour, une bouffée d'air brûlant s'échappa de l'ouverture sombre comme de la gueule d'une fournaise. Les poumons embrasés de la montagne parurent pousser un soupir de satisfaction par cette bouche si longtemps fermée. La lumière, se hasardant à l'entrée du couloir funèbre,
fit briller du plus vif éclat les enluminures des hiéroglyphes entaillés le long des murailles par lignes perpendiculaires et reposant sur une plinthe bleue. Une figure de couleur rougeâtre, à tête d'épervier et coiffée de pschent, soutenait un disque renfermant le globe ailé et semblait veiller au seuil du tombeau comme un portier de l'éternité. Quelques fellahs allumèrent des torches et précédèrent les deux voyageurs accompagnés d'Argyropoulos. Les flammes résineuses grisillaient avec peine parmi ces terres épais, étouffants, concentrés pendant tant de milliers d'années sous le calcaire incandescent de la montagne. Rumphius haletait et ruisselait comme un fleuve. L'impassible Evanday lui-même rougissait et sentait ses tempes se mouiller. Quant au grec, le vent de feu du désert l'avait desséché depuis longtemps, et il ne transpirait non plus qu'une momie. Le couloir s'enfonçait directement vers le noyau de la chaîne, suivant un filon de calcaire d'une égalité et d'une pureté parfaite. Au fond du couloir, une porte de pierre, scellée comme l'autre d'un seau d'argile et surmontée du globe aux ailes éployées, témoignait que la sépulture n'avait pas été violée et indiquait l'existence d'un nouveau corridor plongeant plus avant dans le ventre de la montagne. La chaleur devenait si intense que le jeune lord se défit de son paletot blanc et le docteur de son habit noir, que suivirent bientôt leurs gilets et leurs chemises. Argyropoulos, voyant leur souffle s'embraser, dit quelques mots à l'oreille d'un fellah qui courut à l'entrée du souterrain et rapporta 2 grosses éponges imbibées d'eau fraîche, que les 2 voyageurs, d'après le conseil du grec, se mirent sur la bouche pour respirer un air plus frais à travers les pores humides, comme cela se pratique au bain russe quand la vapeur est poussée à outrance. On attaqua la porte, qui céda bientôt. Un escalier taillé dans le roc vif se présenta avec sa descente rapide. Sur un fond vert terminé par une ligne bleue se déroulaient, de chaque côté du couloir, des processions de figurines emblématiques aux couleurs aussi fraîches, aussi vives que si le pinceau de l'artiste les eût appliquées la veille. Elles apparaissaient un moment à la lueur des torches, puis s'évanouissaient dans l'ombre comme les fantômes d'un rêve. Au-dessous de ces bandelettes de fresques, des lignes d'hiéroglyphes disposées en hauteur comme l'écriture chinoise et séparées par des raies creusées offraient à la sagacité le mystère sacré de leur énigme. Le long des parois, que ne couvraient pas les signes hiératiques, un chacal couchait sur le ventre, les pattes allongées, les oreilles dressées, et une figure agenouillée, coiffée de la mitre, la main étendue sur un cercle, paraissait faire sentinelle à côté d'une porte dont le linteau était orné de 2 cartouches accolées, ayant pour tenant 2 femmes vêtues de pagnes étroits et déployant comme une aile leurs bras empennés. Un autre passage d'une assez grande déclivité succéda au degré. Les murailles en étaient également couvertes de peintures, où l'on distinguait vaguement une suite de scènes allégoriques, expliquées sans doute par les hiéroglyphes inscrits au-dessus en manière de légende. Cette frise régnait tout le long du passage, et plus bas on voyait des figurines en adoration devant le scarabée sacré et le serpent symbolique colorié d'azur. En débouchant du corridor, le fellah qui portait la torche se rejeta en arrière par un brusque mouvement. Le chemin s'interrompait subitement, et la bouche d'un puits, baillé carré et noir,
à la surface du sol. Le grec se fit donner une torche, la secoua pour mieux l'enflammer et la jeta dans la gueule sombre du puits, se penchant avec précaution sur l'orifice. La torche descendit en tournoyant et en sifflant. Bientôt, un coup sourd se fit entendre, suivi d'un pétillement d'étincelles et d'un flot de fumée. Puis la flamme reprit claire et vive, et l'ouverture du puits brilla dans l'ombre comme l'œil cinglant d'un cyclope. 8 ou 10 hommes, pour faire contrepoids, s'attelèrent à une extrémité de la corde, dont on laissa l'autre bout plongé dans le puits. Avec l'agilité d'un singe ou d'un gymnaste de profession, Argyropoulos se suspendit au cordeau, flottant, et se laissa couler à une quinzaine de pieds environ, se tenant des mains au nœud et battant les parois du puits des talons. Le roc ausculté rendit partout un son mat et plein. Alors Argyropoulos se laissa couler au fond du puits, frappant le sol du pommeau de son kandjar, mais la roche compacte ne résonnait pas. Pas l'apparence du moindre passage, s'écria-t-il, et pourtant l'excavation ne saurait s'arrêter là. Tout à coup, il parut illuminé d'une idée subite et fit volte-face. Sa vieille expérience d'entrepreneur de fouilles lui rappela un cas à peu près semblable, et d'ailleurs les désirs de gagner les 1000 guinées du lord surexcitaient ses facultés. Il prit un pic des mains d'un fellah et se mit, en rétrogradant, à heurter rudement à droite et à gauche les surfaces du rocher, au risque de marteler quelques hiéroglyphes et de casser le bec ou les litres d'un épervier ou d'un scarabée sacré. Le mur interrogé finit par répondre aux questions du marteau et sonna creux. Une exclamation de triomphe s'échappa de la poitrine du grec et son œil étincela. Le savant et le lord battirent des mains. « Piochez-la » dit à ses hommes Argyropoulos qui avait repris son sang-froid. On eut bientôt pratiqué une brèche suffisante pour laisser passer un homme. Une galerie qui contournait dans l'intérieur de la montagne l'obstacle du puits opposé aux profanateurs conduisait à une salle carrée dont le plafond bleu posait sur 4 piliers massifs enluminés de ces figures à peau rouge et à pagne blanc, qui présentent si souvent dans les fresques égyptiennes leur buste de face et leur tête de profil. Cette salle débouchait dans une autre un peu plus haute de plafond et soutenue seulement par 2 piliers. Des scènes variées, la barrie mystique, le taureau Apis emportant la momie vers les régions de l'Occident, le jugement de l'âme et le pesage des actions du mort dans la balance suprême. Les offrandes faites aux divinités funéraires ornaient les piliers et la salle. Toutes ces figurations étaient tracées en bas-relief méplat dans un trait fermement creusé, mais le pinceau du peintre n'avait pas achevé et complété l'œuvre du ciseau. Au soin et à la délicatesse du travail, on pouvait juger de l'importance du personnage dont on avait cherché à dérober le tombeau à la connaissance des hommes. Après quelques minutes données à l'examen de ces incises, dessinées avec toute la pureté du beau style égyptien à son époque classique, on s'aperçut que la salle n'avait pas d'issue et qu'on avait abouti à une sorte de catacombe. L'air se raréfiait, les torches brûlaient avec peine dans une atmosphère dont elles augmentaient encore la chaleur, et leur fumée se remployait en nuages. Le grec se donnait à tous les diables, comme si le cadeau n'était pas fait et accepté depuis longtemps. Mais cela ne remédiait à rien. On sonda de nouveau les murs sans aucun résultat. La montagne, pleine, épaisse,
compacte, ne rendait partout qu'un son mat, aucune apparence de porte, de couloir ou d'ouverture quelconque. Le lord était visiblement découragé, et le savant laissait pendre flasquement ses bras maigres le long de son corps. Argyropoulos, qui craignait pour ses 25 000 francs, manifestait le désespoir le plus farouche. Cependant, il fallait rétrograder, car la chaleur devenait véritablement étouffante. La troupe repassa dans la première salle, et là, le grec, qui ne pouvait se résigner à voir s'en aller en fumée son rêve d'or, examina avec la plus minutieuse attention le fût des piliers pour s'assurer qu'il ne cachait pas quelque artifice, s'il ne masquait pas quelque trappe qu'on découvrirait en les déplaçant. Car, dans son désespoir, il mêlait la réalité de l'architecture égyptienne aux chimériques bâtisses des contes arabes. Les piliers, pris dans la masse même de la montagne, au milieu de la salle évidée, ne faisaient qu'un avec elle, et il aurait fallu employer la mine pour les ébranler.